Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de À l'affiche depuis Arles où ont lieu les 53e rencontres de la photographie. À travers 40 expositions, des photographes nous montrent le regard qu'ils portent sur le monde qui nous entoure, avec cette année une place particulière accordée aux femmes. 200 œuvres féministes de la collection Fairboon sont présentées. Des expositions sont consacrées à Suzanne Meslas ou Lee Miller, la muse de Man Ray, qui était également photographe et notamment de guerre. Et puis, le prix Women in Motion a été décerné à la franco-américaine Babette Mangold pour saluer 50 années de carrière et d'exploration photographique sur le mouvement. Lui aussi a une longue carrière derrière lui. Depuis les années 90, il explore les sujets qui font l'actualité et pourtant, il n'est pas photojournaliste. Bruno Serlong, bonjour. Merci d'être avec nous. On est ici à Arles, dans le jardin d'été où sont exposées vos photos de la série Les Gardiens de l'eau. Ça raconte l'histoire de la lutte d'Amérindiens, notamment pour protéger leurs terres contre le passage de pipelines. Exactement, oui. Là, quand j'étais aux États-Unis entre 2017 et 2019, il s'agit de 2 pipelines qui étaient en construction, le Dakota Access Pipelines et le Bayou Bridge Pipeline. Et donc les images que vous pouvez voir dans l'exposition font référence à la lutte contre la construction de ces 2 pipelines. Bien évidemment, la première crainte, c'est la pollution des sols, la pollution des eaux. Et il y a un deuxième point qui est que ces pipelines sont presque un prétexte en fait pour mener une lutte contre le gouvernement fédéral, parce que les Amérindiens, les natifs américains, considèrent toujours qu'ils sont colonisés par les Européens qui sont venus en 1492 sur leurs terres. Comment est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire, de cette lutte, et qu'est-ce qui vous a poussé à venir la photographier? Alors en fait, moi je travaille d'une manière assez organique, c'est-à-dire souvent les séries naissent d'une série précédente. C'est-à-dire en 2016, je faisais tout un travail à Notre-Dame-des-Landes contre ce projet d'aéroport à côté de Nantes. Et c'est là où j'ai entendu parler pour la première fois de ce qui se passait à Standing Rock. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, parce que j'y voyais des similarités, en fait, des similitudes, d'essayer de vivre autrement, d'envisager un autre modèle de société, plus égalitaire, en se séparant, en se défaisant de l'État, en fait. Et il y avait des similitudes avec ce qui était tenté par les natifs américains. Pour eux, faire passer un pipeline à proximité de la réserve ou sous les terres de la réserve, c'est l'État fédéral qui enfreint les traités qui ont été signés depuis le XVIIIe siècle avec les nations indiennes, qui leur accordent l'autonomie sur leur propre terre. Alors justement, les Indiens qui doivent préserver leurs terres, leur culture, leur héritage, ça renvoie en miroir à la question du déracinement. Et sur ce thème, Arles a décidé notamment de faire valoir le travail de James Barnor. C'est la première rétrospective qui est consacrée au grand photographe ghanéen. Il a immortalisé la diaspora ghanéenne au Royaume-Uni notamment. C'est un travail qui a aussi inspiré la jeune photographe Maya Inès Touam et son exposition Réplica, présentée dans le cadre du prix Découverte Louis Roederer. Clovis Casali les a rencontrés tous les deux. La Tour Louma s'impose comme un des hauts lieux artistiques d'Arles. Cet espace culturel célèbre notamment James Barnor. Photographe ghanéen, il débarque à Londres en 1959. Un matin, un journal lui demande de se rendre au marché de Covent Garden. J'ai découvert des choses différentes de ceux que je connaissais. Mais j'aurais dû interviewer tous ceux que j'avais photographiés au lieu de ne parler à personne. D'ailleurs, ces photos n'ont jamais été publiées, alors que ça aurait dû être un reportage sur la vision d'un homme noir sur le marché de Covent Garden. Le Ghanéen immortalise la diaspora africaine à Londres et les grands moments d'histoire de son continent. Il retourne à Accra dans les années 70 pour partager son savoir et introduit la photo couleur. La photographie a un tel impact sur la société que celui qui veut devenir photographe doit avoir une bonne éducation. Ainsi, il en fera bon usage.
À 93 ans, je dis souvent que je partirai bientôt. Mais aujourd'hui, je remarque qu'on dit que j'inspire des gens, notamment des jeunes. Et c'est quelque chose qui me rend très fier. À l'écart du centre-ville, la Madeleine, nouveau lieu de résidence pour artistes. Alors on est sur des tirages de lecture qui sont du coup pas mes vrais tirages. L'occasion pour Maya Inès Touam de nouer des relations. Elle aussi se nourrit d'une double identité. Élevée en France, elle a découvert l'Algérie, pays de ses parents, à l'âge de 25 ans. Je vais raconter des histoires qui vont être des histoires de migration fictive dont je parle à travers des objets. Puisque en fait, ces objets sont des éléments que je vais trouver par exemple en France, mais dans des boutiques spécialisées pour les diasporas ou auprès d'amis, de familles, de collectionneurs. Elle expose à l'église des Frères Prêcheurs dans le cadre du prix Découverte Roderer, aux côtés d'autres jeunes artistes. Céleste Leuenberg s'interroge elle aussi sur la filiation et l'héritage, se replongeant dans les archives de sa mère plasticienne. L'autodidacte Seif Kousmaté a lui photographié les oasis en péril de son Maroc. Les rencontres d'Arles sont une vitrine unique pour cette nouvelle garde aux créations si personnelles. Bruno Serralong, dans votre travail, il y a beaucoup la question des luttes sociales. Il y a Notre-Dame-des-Landes, il y a les foyers des travailleurs immigrés qui est menacé de destruction pour les JO à Saint-Ouen. Je pense aussi à Calais, où vous êtes allé pendant très longtemps pour suivre les migrants. Il y a un petit côté dans votre travail, David contre Goliath. Est-ce que vous vous intéresseriez autant à ces causes s'il n'y avait pas un effet un peu pot de terre contre le pot de fer ? Oui, c'est sûr que je fais de la photographie qu'on peut appeler quand même militante. Enfin, ce sont des œuvres d'art et je revendique ce statut d'œuvre d'art à ces photographies. Mais c'est aussi des œuvres qui doivent démontrer quelque chose, revendiquer quelque chose et notamment effectivement cette inégalité. Ce sont toujours des luttes asymétriques, c'est-à-dire ce sont des individus ou des collectifs qui luttent contre l'État. Et on ne peut quasiment jamais gagner sur le terrain puisque l'État est muni d'une police, d'une armée qu'il peut envoyer, surtout aux États-Unis, et forcément, il gagnera. Par contre, après, les luttes peuvent être victorieuses sur le terrain judiciaire. Je suis intéressé par une certaine photographie depuis les années 20-30, où le photographe s'immerge dans la société pour en rendre compte et pour espérer peut-être qu'à terme, les inégalités disparaissent. Est-ce que la photo, c'est le meilleur média pour faire ça ? Non, le meilleur média, c'est mettre son corps contre ici un caterpillar ou contre des policiers, etc. Mais c'est clair que la photographie, par le fait qu'elle soit transmissible, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, est un moyen très adéquat, en fait. Oui, tout à fait. On dit aussi souvent de votre travail que c'est de l'anti-reportage. Est-ce que c'est en ça, justement, parce qu'il est militant, que c'est de l'anti-reportage ? Alors moi, j'ai toujours construit le travail en pensant que le travail journalistique n'était pas suffisant. En fait. C'est-à-dire qu'il est essentiel pour nous apprendre des choses sur le monde, mais que ça va trop vite, rien ne change immédiatement. En fait. Ce qui change, c'est toujours assez long, c'est sur 10 ans, sur 15 ans en fait. Ou, comme vous mentionniez Calais tout à l'heure, où j'ai commencé en 2006, qui est une série qui est en cours. Et bien évidemment, là, on s'aperçoit de modifications, de changements dans la manière dont l'État gère cette question des réfugiés, comment le paysage a été transformé par la présence de ces migrants et la présence policière, bien sûr. Donc et ça, on ne peut pas le percevoir, en fait, simplement lorsqu'une équipe de télévision vient une journée ou deux pour faire un sujet. Et vous faites un travail de longue haleine, puisque Calais, vous y allez donc depuis 2006, ça fait donc 15 ans. Et cela dit, vous prenez extrêmement peu de photos. J'ai lu que vous en aviez pris 89 en 15 ans à Calais. Oui, c'est à peu près ça. Oui. Le travail se fait à la chambre photographique. Une chambre photographique, c'est un gros appareil ancien avec un pied. Enfin, on ne peut pas le rater. Qui nécessite l'usage d'un trépied, en fait, et d'être statique pour faire la même photographie que vous composez vraiment avant, finalement. Donc, je fais peu de photos parce que cet appareil m'oblige beaucoup à prévisualiser, en fait. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'une photo, vous la faites aussi avec les personnes qui posent pour vous, ou sans poser, qui sont sur l'image. Quand j'arrive avec la chambre, effectivement, vous l'avez dit, c'est très visible. Il n'y a pas de photographie volée. On est forcément dans une discussion. On est deux à construire l'image, c'est-à-dire la personne qui pose et moi, parce que je ne lui ai pas imposé de poser. C'est aussi une décision qui a été mûrement réfléchie de sa part. Un photographe, c'est à la fois un artiste,
un rapporteur d'informations, un technicien aussi dans une certaine mesure. Vous, comment vous concevez votre métier? Dès le début, ce qui m'a intéressé quand même, c'est de placer ces photographies dans le champ de l'art. Dans une exposition, on peut y passer du temps, beaucoup de temps, on peut revenir éventuellement la voir si on a envie. On consomme les images de manière très très différente. Dernière question, dans votre travail, depuis le début de votre carrière, quelle est la série qui vous a le plus marqué? C'est difficile, je ne sais pas s'il y a une série qui m'a plus marqué. C'est plutôt les individus à l'intérieur de ces séries. Après, c'est clair que ce qui se passe à Calais encore aujourd'hui est vraiment une honte et qu'on ne peut pas en sortir indemne. Mais en même temps, ce qui se passe aux États-Unis et ce que j'ai photographié là avec ces natifs américains est aussi marquant parce que les réserves sont des lieux assez compliqués où il y a une pauvreté aussi qui est énorme en fait. Donc effectivement, ce n'est pas forcément une série, mais je dirais Calais et puis les États-Unis sont deux séries assez marquantes. Oui. Merci beaucoup Bruno Serralong. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette édition. On se quitte avec ces images de l'exposition Dress Code. Une quarantaine d'artistes du monde entier se sont penchés sur la question du vêtement, de ce qu'il veut dire de notre identité, de notre culture, de nos revendications aussi, des paillettes, des drag queens, aux vêtements traditionnels des femmes zapotèques du Mexique, en passant par les tenues des prêtres vaudous du Bénin. C'est à découvrir ici, aux Rencontres d'Arles, jusqu'au 25 septembre. À très bientôt sur France 24. On connaît l'Islande pour sa nature spectaculaire, ses volcans aux noms imprononçables et des artistes à l'univers singulier comme Björk. On sait moins qu'avec seulement 360 000 habitants, l'Islande est aussi l'un des pays les plus créatifs au monde. Ne ratez pas notre édition spéciale de À l'affiche, à la découverte de cette créativité islandaise. À l'affiche, présenté par Louise Dupont. À voir sur France 24 et sur france24.com.